Donc on est parti. Donc il n'y aura pas de musique ce soir, il n'y aura pas de Star Wars. C'est Cyril qui va être content. Le hot cross commence à combien de pourcentage? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que beaucoup de gens, en fait, c'est ce qu'on verra. C'est pour ça que c'est dense le sujet. Parce que beaucoup de gens confondent fondation et hot cross. T'as pas de pourcentage exact, en fait. Les pourcentages exacts, tu vas les trouver que dans les clones et dans les top 5 pour définir un hot cross. Mais il n'y a pas que ça qui le définit, en fait. Et c'est tout ça qu'on verra. C'est pour ça que c'est assez dense, en fait, comme sujet. Il faut vraiment bien différencier les deux. Vous êtes prêts? Du coup, je vais prendre un petit peu plus de temps parce que le live il va être assez court, hein. J'ai un petit peu quand même, j'ai pas trop. Je vais pas vous refaire deux lives en un seul, hein. Euh, donc du coup, j'ai vraiment fait que des sujets le plus rapide. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. N'hésitez pas à tapoter, oui surtout. Et on va démarrer du coup. Donc on va d'abord mesurer la consanguinité. Donc chez le Maine Coon, comme on l'avait vu, enfin ceux qui étaient déjà là l'ont déjà vu, vous avez quatre facteurs qui permettent de mesurer la consanguinité chez le Maine Coon. Vous avez ce que tous les éleveurs utilisent, c'est l'ICO. Mais en fait, il y a également l'AVK, et on va en parler tout à l'heure. Et vous avez aussi le coefficient de relation. Et le coefficient de relation, ça permet en fait, c'est ce qui se relie au top 5 et au clone. Quand vous regardez vos pédigrés de Maine Coon, vous verrez sur Popez, vous avez une ligne où vous avez marqué clone et fondation, et ça correspond au coefficient de relation. Voilà, vite fait. Donc, du coup, c'est ce charmant monsieur, en 1922, c'est Wal White qui a trouvé la consanguinité. C'est un généticien américain. Petit a, alors lui il a appelé petit a, moi je l'appelle CR en général, le coefficient de relation, mais pour lui c'est le petit a. Pour les adoptants, si tu peux savoir si tu fais enregistrer ton pédigré sur Popeds, ou tu peux me l'envoyer, je peux te l'enregistrer. Ça c'est non, mais vraiment tout le monde peut faire enregistrer son pédigré sur Popeds, hein. Mon son est pas fort. Là c'est mieux. C'est mieux ou pas du tout? Ok, j'avais baissé mon micro. Là, si je vous parle, ça va mieux? On m'entend mieux? Toi, tu m'entends bien? Tant mieux. Un peu, oui. Bon, bah écoute, pourtant ça a l'air de fonctionner. Donc c'est ce mathématicien américain qui a découvert, d'une part, le coefficient de relation qu'il a appelé petit a, et ensuite l'ICO. Donc ça date de 1922. Et c'était, je crois, en cherchant sur des pédigrés déjà connus et en étudiant, c'était des pédigrés de vaches de mémoire, mais je suis pas totalement sûre. Du coup, on y va direct. Le coefficient de relation. Alors le coefficient de relation, c'est ce qui permet de calculer le pourcentage d'ADN qui est partagé entre deux animaux, entre un père et sa fille, ou une mère et son fils, ou une mère et sa fille, ou un père et son enfant. En sachant que les mammifères sont diploïdes. Donc nous humains, comme les Maine Coon, les chats, vous avez 50% de votre ADN qui appartient au papa et 50% qui appartient à la maman. Le coefficient de relation se base là-dessus. Du coup, ça vous donne un tableau qui est assez simple, où vous allez voir, c'est un petit peu petit. Voilà, entre un père et ses enfants, vous aurez 50% de coefficient de relation. Entre des frères et sœurs, vous aurez 50%. Entre des grands-parents et des petits-enfants, vous aurez 25%. Oncles et tantes, 25%. En fait, c'est la part de votre patrimoine génétique que vous partagez avec vos ascendants ou votre famille. Ça va? Donc ça, sur un pédigré de Maine Coon, ça va correspondre au top 5 et au clone. Et c'est la part du pool génétique qui appartient à vos parents. Ensuite, vous avez du coup l'ICO qu'il a trouvé. Donc l'ICO, c'est le taux de consanguinité. En fait, c'est la probabilité que des deux allèles d'un gène
à un locus pris au hasard soit identique, c'est-à-dire soit homozygote. Quand c'est identique, c'est homozygote. Par descendance, c'est-à-dire que ça vient autant du père que de la mère. Il permet également de prédire l'homozygotie, et c'est ça qu'on mesure en fait avec l'ICO. En fait, avec l'ICO, vous mesurez le fait de savoir à peu près quel pourcentage d'homozygotie il va y avoir dans le pédigré de votre animal. Et en fait, c'est une perte de la variation génétique. Alors, je vous l'ai fait en plus simple quand même. Donc, l'ICO, alors COI, c'est en anglais en fait. Hein. C'est parce que, enfin, je lis souvent mes pédigrés en anglais. Enfin, oui, je travaille souvent en anglais. Donc, l'ICO mesure le pourcentage. Pardon, j'ai un message. L'ICO mesure le pourcentage de gènes identiques de l'animal qu'il reçoit 2 fois à la fois de son père et de sa mère. Et ça représente donc le risque que 2 copies du même gène d'un ancêtre commun homozygotie dans des mutations nuisibles. En fait, ce que ça sous-entend, c'est que quand vous faites des mariages rapprochés, c'est surtout ça, vous pouvez aussi bien fixer quelque chose de très bien, mais en même temps, vous fixez des gènes récessifs. Et c'est là où il faut faire attention. Plus votre ICO va augmenter, plus vous aurez de gènes récessifs qui ont été fixés. C'est surtout à ça qu'il faut s'intéresser quand vous lisez l'ICO. Je ne sais pas comment la plupart des... Enfin, comment si vous l'aviez vu comme ça, l'ICO, ou pas du tout. Salut, Maria. Pour vous, l'ICO, c'était ça? Ou pas du tout? Ok. Du coup, si on prend, pour exemple, si on prend un chat qui est un mâle, un papa, et là vous avez une maman, il est hétérozygote sur poil court et poil long. Grand C, on va dire, c'est un exemple. Hein. Les poils courts sont dominants, donc c'est un grand C, et les poils longs ne sont pas dominants, donc c'est un petit L. La maman est exactement comme lui. Et vous voyez, c'est un tableau de Piounette. Hein. Quand vous générez le tableau, donc il va fixer les poils courts, mais il fixera aussi sur une partie de la portée les poils longs. Et il y en aura 2 qui seront toujours hétérozygotes. Donc en fait, ce qu'il faut faire très attention, c'est quand vous utilisez vraiment les mariages en forte consanguinité, en fort ICO, vous allez aussi bien fixer de très très bons gènes, mais vous pouvez fixer aussi de très mauvais gènes, mais que vous ne pourrez peut-être pas tout le temps voir. En fait, c'est là où est le problème. Sur les gènes dominants, ça pose pas de souci, vous les verrez assez rapidement. Même si c'est un mauvais gène, il est dominant, vous le verrez. Mais si c'est un gène récessif, vous ne le verrez pas et il va perdurer sur la lignée. C'est là où il faut faire vraiment très très attention quand vous faites vos mariages en forte consanguinité. Du coup, j'ai sauté l'étape tableau tout seul et je vous ai mis un tableau où vous avez la correspondance entre le coefficient de relation, donc qui mesure le pool génétique que vous avez de vos parents, et le coefficient de consanguinité, qui lui mesure le taux d'homozygosie que vous avez hérité de tous vos ascendants. Donc vous voyez qu'il est quand même différent, c'est la moitié. Pour un père et son enfant, enfin pour des parents et ses enfants, c'est 50% en coefficient de relation, mais ce n'est plus que 25% en coefficient de consanguinité. Mais ça change rien en fait. C'est vraiment deux critères différents qui ne jugent pas la même chose. Tu les vois sur le long terme, les mauvais gènes de ton chat, en fait. C'est là où la consanguinité, quand elle est vraiment très utilisée sur des... Enfin, quand tu fais des mariages grand-père, petite-fille ou père-fille, il faut que je fasse attention à ce que je dis, c'est vrai, j'oublie tout le temps. Tu le verras pas. Sur la première génération, ça peut se voir ou ça peut ne pas se voir. Mais un gène récessif, c'est très très compliqué. Et en fait, c'est en étudiant ta lignée que ça va revenir.
Les défauts visibles, oui, tu les vois assez rapidement, mais ça dépend ce que tu veux fixer. Je sais pas moi, si tu as voulu fixer, je sais pas moi, tu veux fixer bah, la longueur du poil. Donc oui, tu vas réussir à fixer assez rapidement ta longueur de poil en fait au final, mais en même temps, tu as pu fixer, moi je sais pas, une fente palatine, un problème de malformation en fait, ou un problème de d'aorte qui se rétrécisse, un problème cardiaque, peut se fixer en même temps. Et ça, c'est plutôt en récessif et ça ne se voit pas, c'est invisible. Tu comprends? Et ça, tu le verras que sur du long terme et sur un nombre de portées. Pour que tu puisses avoir euh, un a priori sur les mauvais caractères que tu peux avoir dans ta lignée, c'est la théorie des 16 chatons. C'est-à-dire, il faut que tu refasses le même mariage systématiquement jusqu'à obtenir 16 chatons. Et une fois que tu as ces 16 chatons, normalement, tu es censé pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Oui, tu peux fixer des problèmes de santé. C'est ce qui se passe avec ce que je vous disais, avec les lignées traditionnelles. Il y a énormément de problèmes de santé qui ont été fixés dans la race. C'est là où ça devient très très embêtant en fait. Et ça peut aussi bien fonctionner avec le coefficient de relation qu'avec le coefficient de consanguinité. Le coefficient de relation va te dire quelle partie quel pourcentage du pool génétique de certains chats tu as dans ton pédigré, mais en même temps, ça te dit que automatiquement, tu auras, fixé de l'homozygosie en faisant ça. Et alors là où c'est très dangereux, c'est quand il y a plusieurs mariages consanguins qui sont faits sur une même lignée. Mais là, il faut remonter, des fois, il faut remonter loin, hein. Oui, oui, des fois, il faut remonter loin. Déjà, vérifier, quand tu vois qu'il y a des problèmes, il faut vérifier le pédigré le plus loin que tu puisses. Il y a des lignées à souci, hein. De toute façon, les chats sont décédés maintenant, donc on peut en parler. Si sur vos pédigrés, vous avez du Cladoc Coons rafferti, il y a de fortes chances que vous ayez des côtes plates. Par exemple. C'est un exemple, hein. Et il y en a un autre, mais je ne me rappelle jamais son nom. Donc en fait, voilà. Et Cladoc Coons rafferti, à mon avis, c'est un chat, je ne sais pas quand c'est qu'il est... j'ai pas Popette sous les yeux, mais je sais pas quand c'est qu'il est sorti ce chat, mais à mon avis, tu es dans les années 90, hein. Et systématiquement, moi je sais qu'on avait croisé avec plusieurs éleveuses, parce que moi ça m'arrivait d'avoir des côtes plates, hein, et une autre éleveuse aussi, alors qu'elle elle avait des lignées traditionnelles et moi j'avais des hautes crosses. Et en fait, le seul point commun qu'on avait, c'était ce chat-là. Et on a été plusieurs à se mettre en relation, à en parler, et on est toutes tombées sur ce chat-là. Mais lui, en fait, il était décédé depuis longtemps, ce chat. Mais voilà, il a transmis ce souci à sa lignée, à ses descendants, pardon. Oui, alors d'une, tu peux donner de l'acide folique sur la prochaine portée. La prochaine fois que tu la mets en saillie, tu peux donner de l'acide folique, voir si ça joue ou pas. Ça peut jouer, ça peut donner de très bons résultats. Alors je réponds aux commentaires, moi j'ai des côtes plates tout le temps sur une femelle. Euh, Soit tu fais venir un ostéo qui peut la plupart du temps faire enfin la plupart du temps, les trois quarts du temps il peut faire quelque chose. Si tu as la forme pectus excavatum, il y a peu de chances que le chaton s'en sorte malheureusement. Ensuite, est-ce que tu l'as marié chaque fois avec le même mâle ou tu as changé de mâle? Des fois c'est juste le mariage qui est pas bon, hein. C'est le tableau de Punnett qu'on voyait tout à l'heure. En fait, chaque parent va donner un gène récessif qui donne des côtes plates, et des fois, juste le fait d'enlever le mâle et de mettre un autre mâle, et bien, en fait, il n'y aura plus de croisement et tu ne retomberas pas sur un gène récessif. Tu l'as stérilisé sur des mâles différents. Donc, tu vois, ben, elle est porteuse homozygote de ce problème. On peut supposer ça. On peut supposer ça. Quand c'est léger, ça va, c'est gérable avec un ostéopathe. Quand tu as des pectus excavatum, alors les pectus excavatum, c'est quand la cage thoracique, le sternum rentre complètement à l'intérieur, ça écrase les poumons et
Ça écrase les poumons et une partie du cœur aussi. Ce qui fait que le chaton ne peut pas se développer correctement. Et souvent, ça finit en embolie pulmonaire. Le chaton décède souvent entre 3 et 6 mois. Le mieux, c'est dès qu'on le voit que c'est un pectus excavatum, et ben, c'est un petit peu d'abréger ses souffrances. Après, il y a une opération qui a été tentée par 2 cliniques vétérinaires où en fait, il plâtre le chaton, il passe des câbles. Alors, avant de le plâtrer, pardon, il passe des câbles dans le sternum. Il plâtre et les câbles ressortent et il tire. Et en fait, il tire mécaniquement la cage thoracique pour remettre les côtes en place. C'est très long et très douloureux en revanche. Voilà. On continue du coup. Ça va pour tout ce qui est ICO et coefficient de relation ou vous avez des questions? Oh, si ça se remettait tout seul, t'as aussi le syndrome du bébé nageur, hein. C'est-à-dire que quand ils sont trop à plat sur une surface un petit peu trop dure, la cage thoracique, comme ils sont très malléables quand ils naissent, hein, l'ossature est très malléable, ça peut être juste la position dans le nid, hein. Pas hésiter à mettre énormément de choses hyper moelleuses, hein, pour que ça n'arrive pas, ça, dans les nids des mamans. Vraiment mettre des grosses couettes ou des trucs, mais hyper souples. Ouais, bah, les côtes plates, c'est assez récurrent, hein, dans les élevages, hein. À une époque, personne n'en parlait. Maintenant, ce qui est bien, c'est que de plus en plus de personnes en parlent, hein. Ça, c'est plutôt chouette. Parce que ça, c'est toujours pareil, hein, les temps. Enfin, les, euh, les éleveurs ont toujours tendance à vouloir cacher un petit peu certaines choses. Du coup, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le taux de consanguinité ne donne pas d'informations sur l'identité, ce qu'on disait tout à l'heure, des gènes, des bons gènes ou des mauvais gènes. Il ne va pas vous dire voilà ce qui va ressortir. Il vous dit juste qu'il y a, quand votre chat est à 15%, il vous dit que votre chat a 15% de gènes homozygotes en fait. Il ne prédit pas si les chatons non plus seront en bonne santé ou en mauvaise santé. Il ne dit pas si les effets de la consanguinité qui a été réalisée sur le chat seront bons ou mauvais. Le taux de consanguinité, c'est une estimation de la consanguinité moyenne sur toute la portée. Ce qui est important de savoir, c'est que votre chat n'est peut-être pas exactement à 15,1. En fait, il peut être un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. C'est vraiment une moyenne sur la portée qui est née, en fait. C'est donc une probabilité statistique de l'homozygosie attendue sur chaque individu. Si l'homozygosie apparaît sur un gène désirable, ben, c'est tant mieux et c'est le jackpot parce que vous avez eu ce que vous vouliez, des poils longs dans ce cas-là, dans le cas qu'on avait regardé, poils courts, pardon. Mais l'homozygosie apparaît aussi sur des gènes indésirables. Et donc, c'est là où vous avez le souci de la consanguinité. C'est qu'elle peut fixer des choses avec des risques potentiels qui peuvent être du simple au assez grave. Alors, les avantages de la consanguinité, bah, c'est que vous gagnez en uniformité sur vos portées. Vous avez plus d'aptitude pardon, à transmettre. Vous avez des reproducteurs dits traceurs. C'est-à-dire quand vous travaillez avec une assez forte consanguinité, merci pour les tapotages. Merci beaucoup. Quand vous travaillez en très forte consanguinité, au bout d'un certain temps, vous allez avoir un mâle traceur, en fait, ou une femelle hein, d'ailleurs, des reproducteurs traceurs. En fait, au bout d'un moment, vous allez avoir des animaux qui vont systématiquement transmettre certains gènes. Ce sera quasi systématique en fait. On appelle ça des traceurs. Et vous allez fixer des traits physiques et comportementaux. Ça, c'est les avantages de la consanguinité. Les inconvénients de la consanguinité, en revanche, c'est que vous risquez une baisse de la fertilité sur les animaux. Après, c'est pas du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs générations. Vous aurez également une baisse de vitalité, des défauts à la naissance, des réductions de la taille des chatons, des portées moins nombreuses, des croissances plus lentes, une mortalité néonatale qui est plus élevée, une baisse de longévité, une augmentation du nombre de maladies génétiques, ce dont on vient de parler. Vous avez fixé des gènes récessifs non désirables, et une diminution, et vous diminuez surtout la diversité génétique de votre animal.
Bonsoir, esprit des félins. Ça fonctionne aussi bien chez le chien que chez le chat. La consanguinité, ça fonctionne aussi bien en élevage canin que félin, de toute façon. Après, nous, les marqueurs, on a des marqueurs supplémentaires en Maine Coon grâce au top 5, en fait. Toujours bon pour vous? On continue? On passe à l'AVK. Alors l'AVK, il n'y a pas beaucoup. J'étais très étonnée qu'Esprit des Félins connaissent d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui connaissent l'AVK. Donc ça mesure combien d'ancêtres différents sont présents dans le pédigré. Alors quand vous allez sur Popez, si vous avez un compte, si vous avez créé un compte sur Popez, il y a une petite case marquée les doubles. Et en fait, ça va vous marquer en couleur et de la même couleur tous les doublons qu'il y a dans votre lignée. En général, ça sert à rien de regarder sur 5 générations parce que maintenant, ça arrive encore, mais c'est plutôt rare que sur les 5 premières générations, vous ayez des doublons. Mais il faut regarder un petit peu plus loin parfois. Si il y a, je sais pas moi, le chat Rafferty qui est en rouge, vous le retrouverez en rouge sur toute la lignée pour voir combien de fois il est en doublon. Et en fait, l'AVK, ça vous permet de calculer ça et d'avoir un pourcentage sans avoir à regarder des couleurs. Parce que les couleurs sur un pédigré, c'est joli, mais en fait, ça vous donne aucune idée de combien de fois c'est grave, en fait, le nombre de fois où le chat a été recopié. Donc, en fait, la méthode de calcul, je vous ai mis... Alors, Poped, c'est l'un des rares indices qui ne calcule pas lui-même. Du coup, vous allez trouver une phrase dans votre pédigré Poped qui est... Je ne vois plus mon curseur. J'ai toujours des problèmes avec mon curseur, je suis désolée. Le voilà. En fait, ça, c'est une capture d'écran d'un pédigré Popeds. Voilà, j'ai pris un de mes chats. Et en fait, vous voyez le nom du chat, son sexe, sa race, sa couleur, sa date de naissance et que elle est née en France et elle est restée en France. Ensuite, vous avez le nombre de générations. La consanguinité, bon là, elle est à 0 parce que j'ai pas cliqué dessus. Ah oui, je rappelle que la consanguinité est toujours à 0. Il faut vraiment cliquer dessus. Partenaire test si vous voulez faire des mariages. Bonne soirée, Carole. Et ensuite, en dessous, vous avez cette phrase. Bon, là, elle est en anglais. Mais cette phrase, c'est consanguinité calculée sur la base de 60 ancêtres, 55 uniques sur 62 possibles. 4 générations complètes sur 5. Donc, en fait, vous allez prendre... Le calcul, c'est... Vous prenez le nombre d'ancêtres uniques que vous divisez par le nombre d'ancêtres total sur un pédigré et que vous multipliez par 100. C'est tout simple. Et ça va vous donner un chiffre en pourcentage. Et après, on verra comment vous l'interprétez. Popez, c'est pour ça que je vous ai mis une petite coche verte. Popez, en général, quand il calcule ou pour tout ce qu'il préconise, il va utiliser les 60 ancêtres, pas les 62 théoriques. Bon, elle, dans son cas, c'est parce qu'il y avait des fondations dans son pédigré. Donc cela, on ne peut pas les calculer. Mais après, sur d'autres lignées, ça va être d'autres soucis. Ou quand vous prenez... Alors, sur des chats de fondation et haute cross, l'AVK n'est pas... Non. Ce qui est intéressant de faire... Alors, je réponds aux commentaires, c'est sur 5 générations ou on peut plus. La plupart du temps, on dit sur 5 générations. Mais c'est pas vraiment intéressant. Le mieux, c'est de faire 5 générations et 10 générations. C'est de faire les deux. Ça te donne la totalité du pédigré. Parce que tu peux être à 88, je sais pas moi, tu peux être à 88 sur 5 générations et à 52 sur 10 générations. Et ça, c'est plus du tout la même chose en fait. C'est plus du tout la même interprétation. Ça veut dire que sur 5 générations, le pédigré est plutôt zen, il n'y a pas trop de doublons, elle est dans les clous. Mais si on descend à 50 sur 10 générations, le chat est... il n'y a que des mariages redondants sur le pédigré du chat. Bonsoir Wando. Alors comment on interprète ces chiffres? En fait, en dessous de 100%, à 100%, votre animal, tout son arbre généalogique est différent. Je sais pas moi, vous avez 60 chats possibles avec 60 individus uniques. Votre chat, du coup, il est à 100%. Ça veut dire que son pédigré est très diversifié. Ça, sur 5 générations,
Bah, c'est les mêmes chiffres en fait, Cyril. C'est toujours les mêmes chiffres, hein. Normalement, tu dois entre 100 et 80, 85%, ton chat est diversifié. Il a un arbre généalogique plutôt cool. Entre 85 et 70, tu commences à avoir une perte de diversité. Il y a eu quelques mariages redondants, mais c'est pas dramatique. En dessous de 70%, la lignée est appauvrie. Alors en dessous de 50, c'est que tu as beaucoup trop de mariages redondants. Mais ça va rester toujours les mêmes chiffres, hein. Tu vas toujours te baser sur 100%, en dessous, entre 85 et 70, entre 85 et 100, entre 85 et 70 et en dessous de 70. En dessous de 70, tu es sur des lignées très appauvries, hein. Moi, j'ai vu quelques pédigrés à 50, hein. Bah, je vous les ai montrés. De toute façon, on va les voir à la fin du live. De toute façon, je vais vous remettre le tableau qu'on avait vu la dernière fois. Donc, vous les verrez à la fin du live. C'est bon aussi pour la VK? C'est compris? Ok. Il y a beaucoup de gens fort silencieux en fait ce soir. C'est perturbant. En résumé, et c'est ce qu'il faut le plus retenir, l'ICO ou COI, ça mesure combien de gènes identiques l'animal a reçu 2 fois. Les risques associés, c'est des expressions de maladies récessives. C'est surtout ça le plus embêtant. Le top 5, l'indicateur top 5 ou coefficient de relation, ça fonctionne aussi pour les clones, hein, c'est la même chose. Ça donne combien d'ADN vient des fondateurs principaux sur le Maine Coon. On va les voir juste après. Et les risques associés, c'est que vous ayez un monopole génétique détenu par quelques individus seulement sur la race. L'AVK, ça vous donne combien d'ancêtres sont différents dans votre pédigré. Et si vous n'êtes pas bon en AVK, ça veut dire que vous réduisez la richesse génétique globale de votre chat. Je l'ai mise cet après-midi, celle-là, à la fin du... je vous avais fait un petit récap en fait. La première image, c'est un Maine Coon avec un casque de clone. Et ensuite, vous avez tous les slides que vous venez de voir qui vous expliquent si vous voulez les revoir. Après, vous pouvez me demander les PowerPoint, hein, je vous les envoie en PDF, ça c'est pas un souci. Si vous voulez avoir des points de chute pour continuer de comprendre. Ou pour avoir un support juste pour comprendre. Du coup, on arrive sur ces 5 chats fondateurs. Je ne vais pas vous refaire le cours hein, des 5 chats fondateurs. Donc, en 1969, la race est refondée par quelques élevages et elle est refondée massivement avec des chats comme Andy Cat of Idaho, Bridget Cat of Idaho, Dauphin de France of Tatitan et Tatiana of Tatitan. Et Whitemore Smokey Joe, on n'a toujours pas sa photo. C'est l'inconnu total. On estime qu'à l'heure actuelle, les chats de lignée traditionnelle ont entre 65 et 70% de leur patrimoine génétique qui appartient à ces 5 chats-là. Et c'est là où il y a un gros souci en fait. C'est à ce niveau-là. Le top 3, c'est les 3 premiers. C'est ceux-là. Hop. Et le top 2, c'est les 2 premiers. C'est Andy Cat et Bridget Cat, je crois. Les 2 premiers. Oui, mais c'est intéressant de calculer, hein. Quand on calcule, des fois, oui, c'est intéressant. Oui, l'IDEO était beau, hein. C'est des chats de fondation, hein. Je rappelle que c'est des chats de fondation parce que tous ceux qui crient sur les fondations à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier que les 5 fondateurs, c'est des chats de fondation qui ont été pris dans des fermes de l'État du Maine. Je vous fais quand même un petit cours d'histoire en même temps, hein. Ils ont vraiment été sortis de leur grange pour refonder toute la race. Pour info, il n'y avait absolument aucun polydactyle sur ces 5 chats-là. Donc vous voyez qu'en fait, la race à l'heure actuelle est complètement absorbée par ces 5 chats. En fait, il y a eu tellement de mariages et de remariages avec ces 5 chats que ça a
ça a mis un socle de consanguinité incompressible sur la race du Maine Coon. Et c'est là où c'est très, il faut faire très très attention sur ça. Plus votre top est bas, mieux ce sera. Mais sur une lignée traditionnelle, alors maintenant il y a quelques éleveurs qui commencent à travailler, on peut voir des chats en dessous de 65 en top 5, mais c'est rare. La plupart du temps, il suffit de regarder le top 5. Les éleveurs qui s'intéressent au top 5, top 3 et top 2, c'est les éleveurs de haute crosse et de fondation, principalement. Et on verra pourquoi vendredi. Et vous avez le taux de clone. Alors le taux de clone, on va le voir aussi après. Ce sont les descendants de ces 5 chats qui ont été remariés entre eux et remariés avec leurs parents. Ils sont 17, hein, les clones. En fait, ce sont des chatons nés de ces mariages qui étaient très beaux et qui se ressemblaient tous, qui ont commencé à gagner des prix sur des expositions et du coup qui ont été surutilisés. Et donc, 35, de 30 à 35%, moi j'ai vu 37,7 hein, tout à l'heure sur un chat. Des lignées tradies appartiennent au pool génétique des clones, aux petits-enfants c'est souvent des petits-enfants d'ailleurs, je crois. C'est des enfants et des petits-enfants, des 5 chats fondateurs. Pour détailler un petit peu plus, ça vous pouvez trouver sur Popeds hein, ces informations. Pour détailler un petit peu plus, en règle générale, mais on le verra, j'essaierai de vous mettre un pédigré tout à l'heure de Popeds. En général, l'handicap représente 20% du pool génétique de votre chat. Bridget Cat, pareil. Dauphin de France, lui, ne représente plus que 15% du pool génétique de votre chat. Et Tatiana of Tatitan, 8%. Et Smokey Joe of Whitemore, 7% du pool génétique de votre chat. Donc, à l'intérieur de vos chats, dans le pool génétique de vos chats, il n'y a que 30% de diversité génétique. C'est ce que ça veut dire en fait. Et c'est là où c'est un petit peu dramatique. Là, on va voir les clones et vous allez voir qu'effectivement, alors vous avez la liste des clones ici, en dessous. Il y a un chat qu'on retrouve quasiment, vous regarderez, hein, quasiment dans tous les pédigrés, c'est Ideo Richard III de Charmalo. Lui, on le retrouve vraiment très souvent. Et alors, il n'est pas ici parce que, en fait, certains clones, vous pouvez les avoir à cheval presque entre le top 5. En fait, ils sont tellement proches génétiquement qu'ils sont parfois à cheval entre top 5 et clone. Vous avez Zonkebil, que je vous ai montré plusieurs fois en photo, qui est très très beau, hein, qui lui revient aussi dans un nombre de pédigrés, mais assez incroyable. Hein. Donc, vous voyez qu'en fait, là, vous avez 2 femelles côte à côte et un mâle ici. Vous voyez qu'en fait, phénotypement, ils se ressemblent quand même pas mal. Et en fait, c'est pour ça qu'on les a appelés les clones, tout simplement. T'as Richard III, ouais, en 8e génération, ouais. Ouais, mais Richard III, il est partout. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Certains, tu les vois un petit peu moins. Les Tanstalf aussi sont assez présents. Elle est là. Les Tanstalf, c'est une autre chatterie, ils sont assez présents aussi sur les pédigrés. Hein. Bon, IDEO est très présent de toute façon. Hein. IDEO est quasiment dans tous les pédigrés. Hein. Alors le souci, c'est que IDEO, c'est plutôt une bonne chatterie avec de très beaux chats, mais qu'en fait, il y a tellement eu de clones et de top 5 que du coup, maintenant, c'est pas toujours très joyeux de voir que vous avez du IDEO dans votre pédigré, mais de toute façon, vous en aurez. Hein. Même moi, en haute crosse, j'ai du IDEO. Hein. C'est très difficile à enlever. Hein. C'est vraiment une consanguinité incompressible. Pour la faire baisser, c'est du très très long terme et beaucoup de travail. Hein. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que le top 5 et les clones, c'est pas. Alors, c'est similaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les 5 ancêtres les plus fréquents dans la majorité des pédigrés, c'est ceux qu'on a vus en photo, les 5 premiers, sauf Smokey Joe qui, manifestement, n'était pas un fan des paparazzi. Et les clones, ce sont les descendants du top 5. C'est un petit groupe de 17 individus qui ont été, je vous le rappelle, mariés entre eux, avec leurs parents et avec leurs ascendants, plus loin. Donc ils ont été mariés avec leur grand-père, avec leur père, avec leur mère, avec leur grand-mère, avec leur tante. Et donc en fait, c'est ce qui a généré cette consanguinité incompressible sur le Maine Coon. C'est tous ces mariages qui ont été redondants et tout ça dans le but de fixer la race. Là, je vous ai mis 2 pédigrés, j'ai juste pris les icônes, enfin j'ai juste pris le scoring
pour deux chats, vous avez Hillside Monsieur Spock, Mister Spock, pardon. Euh, je crois que c'est un Wait. Oh, je sais plus. Non, c'est un Willow Place, je crois. Je crois que c'est Off Willow Place. C'est un chat qui est très très connu et très très redondant aussi dans les pédigrés, hein, surtout européens. Donc on voit que sa consanguinité est à 16,9%. Là, vous avez un chat haute crosse, hein, donc c'est pas très gentil, mais bon. Elle est à 3. On va y arriver. Elle est à 3,30. En clone, ce que je vous expliquais, 43,8. 18,3 sur Galatée. Top 5, on est à 83,2%. Galatée, vous êtes à 44%. Top 3, vous êtes à 68,9%. 33 sur Galatée, 51 en top 2, 23 pour Galatée. Et en AVK, vous êtes à 69,5, donc largement en dessous du seuil des 70. Et pour Galatée, vous êtes à 91,6. Donc on est proche des 100. Alors oui, ce que j'ai pas fini de vous dire tout à l'heure, c'est que quand vous tombez sur des lignées haute cross ou fondation, l'AVK est un petit peu bancal parce qu'on n'a pas la totalité du pédigré. On n'a pas tous les ancêtres. Sur un chat traditionnel, vous avez plus de chances d'avoir la totalité des ancêtres, de vous arrêter avant qu'on ne tombe sur des fondations. Les fondations, la plupart du temps, ils sont après Andy Cat ou Bridget Cat. Hein. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, qu'en fait, vous avez 16,9% chez Monsieur Spock de possibilité d'homozygosie, alors que chez Galatée, vous n'en avez que 3,3%. En clone, ben, ses clones et son top 5, ça vous montre qu'il est complètement... Oui, c'est un Willow Place. Il me semble que c'est un Willow Place. C'est un Hillside à l'origine, hein, mais je pense il a été vendu chez Willow Place. Mais il est... c'est un chat... il a des taux... on va être clair, il a des taux pourris, ce chat. Mais j'adore ce chat. Il est extrêmement beau. Il est de toute beauté. Hein. Je vais regarder vite fait, je vais te dire ça, mais il me semble que c'est un Willow Place. Hein. Parce que maintenant, je l'appelle Monsieur Spock, mais il est vraiment très très beau. Oui, c'est un Willow Place. Il est né chez Hillside et un... Faudrait revoir son pédigré. Je ne sais pas si c'est Hillside off Willow Place. Oui, c'est off Willow Place. Donc en fait, il est né Hillside et il a été vendu chez Willow Place après. Très très beau chat, magnifique. Mais avec des taux pas possibles. Là, on voit bien que... Willow Place, oui, c'est une chatterie très connue, hein, qui a énormément travaillé. Hillside aussi, hein. C'est deux grosses chatteries. Hein. C'est un très très gros champion. Je crois qu'il a tout raflé. Hein. Mais très très beau chat. Phénotype magnifique. Et c'est ce que je vous ai mis, je crois que c'est hier que j'ai mis le petit. Bravo, vous avez. Félicitations, vous avez gagné un Best in Show. En fait, chez les Best in Show, vous allez souvent tomber sur des taux, mais faramineux. En fait, le chat phénotypement est très beau, mais génétiquement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, tout son patrimoine génétique, que ce soit en clone top 5, top 3, top 2, est complètement bouffé par les 5 premiers fondateurs et les 17 chats qui ont suivi. C'est quasiment... En fait, c'est un clone. C'est pour ça que j'avais appelé le live la guerre des clones. C'est un clone de ces chats-là, de ces 23 chats. Monsieur Spock est un clone de 23 chats, à lui tout seul. En plus, il y a sûrement eu des mariages redondants derrière, parce que ça aussi, il faut y faire attention. Non seulement il a une base qui est un petit peu trahie par la façon dont on a lancé le Maine Coon, et en plus de ça, il y a sûrement eu des mariages derrière pour continuer à fixer des traits du phénotype, ce qui entraîne voilà, une consanguinité très élevée. Et on retrouve ça souvent chez les chats de concours. Et on verra après d'ailleurs pourquoi. Ça va pour cette partie-là. Donc vous avez 4 méthodes d'élevage. J'avais parlé de ça, c'est vrai qu'on en avait parlé vite fait la dernière fois. Vous avez 4 méthodes d'élevage. Vous avez l'inbreeding. L'inbreeding, c'est le mariage entre parents proches, c'est-à-dire mère, père, frère, sœur,
cousin, cousine, c'est un petit peu plus éloigné, mais c'est aussi de l'inbreeding. Ça vous permet, alors pourquoi on fait ça? C'est parce que ça permet de fixer les traits et l'homogénéité. Toute race, il faut savoir que toute race de chat ou de chien, pour pouvoir fixer les traits et appartenir à une race, on démarre toujours par de la... Souvent, vous avez de l'inbreeding à l'origine de la race. Mais c'est pas grave. On est déjà à la moitié du live. Bonsoir, tribu des poils. Mais en fait, ça double aussi tous les défauts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, autant ça va vous fixer de super traits, autant ça va vous fixer tous les gènes récessifs. Le line breeding, c'est un accouplement dans la même lignée, enfin dans des lignées éloignées ou dans la même race en fait. C'est la méthode d'élevage la plus pratiquée chez le Maine Coon à l'heure actuelle. Donc, vous prenez un autre Maine Coon, vous le mariez en vérifiant qu'il n'y ait pas trop de consanguinité entre eux. Ça vous permet de garder un équilibre au niveau du phénotype et de la génétique. Le souci, c'est que sur le line breeding, ça on le verra aussi un petit peu plus tard, c'est que du coup, lentement mais sûrement, vous continuez d'appauvrir la race. Parce qu'en fait, vous mariez des chats qui ont une consanguinité incompressible entre eux. Donc la consanguinité incompressible ne s'améliore pas, et même parfois avec certains des mariages sur des lignées traditionnelles, vous pouvez alourdir tout ce qui est coefficient de relation assez lourdement. Donc le line breeding, il faut bien l'observer quand même si c'est une des... faut bien regarder les top 5 et les clones en fait quand vous faites vos mariages. Hein. Parce que vous pouvez vraiment en fait alourdir la lignée encore plus que ce qu'elle n'est à l'origine. Ensuite, vous avez l'autre crossing. Là, en fait, pardon, vous mariez des chats qui n'ont aucun lien génétique direct, qui apportent de la diversité. Par contre, vous perdez temporairement du type. C'est des chats un petit peu moins typés. Le hot crossing, c'est des chats en fait qui n'ont pas de top 5 dans leurs 5 premières générations. Mais maintenant, vous me direz que beaucoup de chats tradis n'ont plus de top 5 dans leurs 5 premières générations. Mais ça, on en parlera vendredi. Ça va un petit peu plus loin aussi. Vous avez d'autres curseurs pour le hot cross. En fait, un chat hot cross, vous avez Galatée qui vous le représente bien au niveau des curseurs. Galatée, des curseurs ou du scoring, comme vous voulez. Galatée, alors l'icône... je suis pas... Voilà, pardon. L'ICO ne compte pas dans le calcul des hot cross. Hein. Ce qu'on va regarder, c'est les clones, le top 5, le top 3 et le top 2. Et Galatée a tous les... elle est ici. Galatée a tous les curseurs OK pour être en hot cross. Donc ça vous donne une idée de ce que c'est un hot cross. Un hot cross doit être en dessous de 20% de clones, 50% de top 5, 35% de top 3 et 25% de top 2. Là, elle les a tous. Ça, on va demander à hot cross, plus de ne pas avoir de chat du top 5 dans son pédigré récent. Mais je vous en parlerai plus en profondeur vendredi, du coup, puisqu'on verra, ces lignées et on verra en même temps les fondations. Du coup, on en était où? Oui. Donc, ils n'ont pas de lien génétique direct. Le hot crossing aussi, ça comprend les fondations. Alors, les fondations, ce sont des chats qu'on va chercher dans l'état du Maine, pour le Maine Coon. Pour d'autres races, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de races où le livre est fermé. Le Maine Coon, on a la chance que le livre des origines soit encore ouvert. Donc ça permet de faire entrer de nouvelles lignées régulièrement. Et il y en a qui rentrent tous les ans, en fait, des nouveaux chats. Des nouvelles lignées fondation, vous en avez à peu près tous les ans qui rentrent. Et vous avez des types qui sont... Oui, c'est bien de regarder sur 10 générations. Moi, je trouve que c'est le mieux. Hein. Moi, en général, je regarde sur 10 générations. Je m'arrête jamais à 5. Les chats haute cross et fondation, au niveau phénotype, ils seront moins beaux, hein, de toute façon. Enfin, moins beaux. Ça dépend ce qu'on entend par beau. Hein. Ils ressembleront pas à des lignées traditionnelles, ça c'est clair. Ils seront un petit peu plus petits, un petit peu plus massifs,
des oreilles plus petites, un look un petit peu plus sauvage en fait, un petit peu plus chat de ferme au final. Vous aurez énormément de polydactyles hein, dans tout ce qui est fondation, ils sont choisis sur ce critère-là massivement. Donc vous aurez beaucoup en haute crosse et en fondation, vous aurez beaucoup de polydactyles. Ça aussi, il faut le savoir si on ne désire pas rentrer cette particularité dans son élevage. Et après, vous aurez le crossbreeding. Alors ça, par contre, ça fait partie, c'est très surveillé, hein. C'est quand vous faites entrer une nouvelle race. Vous faites un accouplement, je sais pas moi, vous faites un accouplement d'un Maine Coon, il est en bas, avec un Sibérien. Donc en fait, ça fait partie de programmes expérimentaux qui sont soumis à des règles dépendantes du LOF ou d'autres autorités. Non, en Maine Coon, tu ne peux marier qu'avec des Maine Coon. Si tu veux faire du crossbreeding, cette dernière particularité, tu as un dossier que tu peux récupérer sur le site du LOF et en fait, tu remplis et il faut justifier de pourquoi tu veux faire ce mariage-là et qu'est-ce que tu penses amener à la race. Il y en a qui ont essayé de faire, hein. Euh, attends, je cherche la race. Je sais qu'il y a un dossier qui a été fait pour le Maine Coon pour le Curryland Bobtail. Pour croiser un Curryland Bobtail et un Maine Coon. Je sais qu'il y a des dossiers qui ont été demandés. Le Curryland Bobtail, ça ressemble grosso modo à un Maine Coon, enfin un Sibérien. Un Maine Coon, c'est un chat à poils longs qui vit dans les îles Kouril et qui n'a pas de queue. Sauf que ce qui intéressait les éleveurs qui ont fait cette demande, alors je sais pas s'ils sont plusieurs ou tout seuls, hein, qu'est-ce qui les a motivés à faire cette demande, c'est qu'en fait le Curryland Bobtail n'a aucune maladie génétique. Sauf que, c'est toujours un mais, en fait c'est jamais formidable, le Curryland Bobtail est un jeune chat au niveau de la race. Donc en fait, vous ne travaillez quasiment qu'avec des fondations. Les standards ne sont pas encore fixés sur cette race-là, du Curryland Bobtail. Après, je ne suis pas une spécialiste du Curryland Bobtail, hein. Mais du coup, voilà. En fait, vous avez des chats, oui, effectivement, qui n'ont pas de tare, mais parce qu'on ne connaît pas, on ne les a pas travaillés assez longtemps. Parce qu'en fait, ce que va regarder le LOF quand vous faites une demande de crossbreeding, c'est qu'est-ce que la race que vous allez marier avec votre Maine Coon ou avec la race que vous travaillez, peu importe, hein, qu'est-ce que ces deux races ont comme tare et qu'est-ce qu'elles vont se ramener l'une à l'autre, en fait. Qu'est-ce que vous voulez ramener? Est-ce que vous voulez ramener une couleur? Dans ce cas-là, vous ramenez, bon, je sais pas, un Norvégien, un Golden, euh, ou vous ramenez un Eva Masquerade pour récupérer du Seal Point. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez le faire? Et ce que le LOF étudiera, c'est quels sont les tares les maladies connues, les maladies connues dans chaque race. Parce qu'en fait, quand vous mariez deux races différentes, je sais pas moi, la PKD et la HCM. Vous risquez de ramener de la PKD sur une race qui n'en a pas et inversement de la HCM sur une race qui n'en a pas. Donc le LOF va étudier tout ça avant de valider votre projet. Et vous ne pourrez travailler en crossbreeding qu'une fois que ce sera validé et vos chats ne seront pas en pédigrés normaux, ils seront normalement en pédigrés expérimentaux, en RIEX. Ah, alors ramener des chats européens sur des lignées Maine Coon, c'est une très mauvaise idée parce que le chat européen, on n'a absolument aucun suivi sur lui. Si tu observes bien les chats de rue, ils sont fortement consanguins en fait, hein. Après, plus solide, je ne suis pas sûre qu'il soit plus solide. Le souci qu'on a avec les chats de race, c'est que les chats de race sont très très suivis, très étudiés. Le souci qu'on a avec un Européen, c'est que la plupart du temps, on le suit beaucoup moins. On n'a pas du tout les mêmes chiffres en fait, hein. Le chiffrage n'est pas du tout le même sur les soucis que tu peux rencontrer avec des Européens. Ce que je disais la dernière fois, j'ai un Européen, moi, qui est décédé d'une HCM. La HCM touche absolument tous les chats, pas que le Maine Coon. Le Maine Coon a une forme génétique qui lui appartient, mais je vous rappelle que la HCM, c'est entre 100 et 150 formes différentes. Donc même si votre Maine Coon n'a pas la forme MBP C3, il y a de fortes chances qu'il puisse en avoir une des 119 autres, hein. Je sous-entends là qu'en fait, c'est pas parce que votre Maine Coon ne porte plus le gène. Je pense qu'il a été éradiqué ce gène. Enfin, j'espère qu'il n'y a plus personne qui travaille avec, mais bon, il y a toujours des choses étonnantes. Mais c'est pas parce que le gène a été éradiqué que votre Maine Coon n'aura pas cette forme-là de maladie.
Alors, TikTok me dit que je dois encourager mes spectateurs à envoyer des cadeaux et vous remercier pour votre soutien. Donc allez, hop, on tapote, s'il vous plaît. Alors, les tests, c'est une grande histoire, les tests génétiques. Non, non, il faut les faire, il faut absolument les faire. Parce que oui, c'est ce que je te disais, t'as des surprises. Parce qu'il y a encore je pense que tu as quelques éleveurs qui travaillent encore avec des chats qui ont la forme HCM du Maine Coon. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, oui, il faut faire les tests. En revanche, quand tu achètes un chat, si les deux parents sont testés et négatifs à toutes les maladies, il n'y a aucun intérêt de le faire à ton chat. C'est génétique. Il les aura pas. Les tests devraient être plus poussés. C'est pour ça qu'il faut faire des échos cardiaques en fait. Les échos cardiaques permettent de vérifier qu'il n'y a pas les autres formes de HCM. C'est à ça que servent les échos. Moi, je travaille avec des porteurs sains PKDF. Hein, parce qu'alors ça, c'est comme en fait si tu vidais une baignoire et que tu jetais le bébé dans les égouts en même temps. Je veux dire, on a un pool génétique tellement faible chez le Maine Coon que sortir du programme de reproduction un Maine Coon porteur sain PKDF, c'est de la stupidité totale. Totale. C'est quelque chose qu'on maîtrise très très bien. Il suffit de ne pas le marier avec un autre porteur sain. Point. Après, en revanche, tu peux sélectionner pour garder sur la descendance des non-porteurs. Ça oui, moi c'est ce que je fais en fait. Mais travailler avec une... Je n'écarterai jamais un chat porteur sain PKDF, ça c'est clair et net. Par contre, j'écarterai un chat... Oui, mais en fait moi ça a été particulier parce que ça fait longtemps que je travaille. La PKDF n'était pas testée. Quand j'ai acheté mes premiers repros, c'est arrivé 4 ans, 4 ou 5 ans après, je crois. Et ben, la première repro que j'ai achetée était porteuse saine PKDF. Alors, j'ai eu de la chance parce que cette époque-là, ben, personne n'avait de test, quoi. Donc, quand on a refait les tests, j'ai eu de la chance qu'aucun de mes mâles n'était porteur. Sur ce coup-là, j'ai eu pas mal de bol. Mais du coup, c'est quelque chose de maîtrisable. Par contre, jamais je ne... Voilà. Un chat qui est porteur, même porteur sain de HCM for Maine Coon, on ne travaille pas avec. On écarte. Ça, c'est clair et net. La PKDF, c'est gérable. La SMA, un petit peu moins. Je m'y suis moins intéressée, en fait. Donc ça, je pourrais pas te dire. Mais tout ce que tu peux gérer ou a priori un petit peu maîtriser, tu n'écartes pas. Le pool génétique du Maine Coon est trop faible pour se permettre d'écarter certains profils génétiques, en fait. Ben, c'est la chatte que je vous ai montrée, hein, celle qui a 3% de consanguinité, qui est porteuse saine PKDF. Un chat comme ça, c'est dramatique de l'écarter. Elle a un tel pédigré, enfin, voilà, son scoring est tellement parfait qu'on n'écarte surtout pas un chat comme ça. C'est à travailler un petit peu au cas par cas, en fait. Si le chat qui est porteur sain PKDF te ramène pas grand-chose, pourquoi pas, mais c'est idiot. Faut tout mettre dans la balance, en fait, tout. Mais si le chat ramène quelque chose, il ne faut pas l'écarter. T'as fait celui du loup. Ça, on verra vendredi et tu verras que c'est ce que je vous ai déjà dit. Un chat haute crosse ou un chat fondation n'est pas une baguette magique. Attention à ça. Et on le verra vendredi. Ce n'est pas une baguette magique. Ça se travaille et ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas une baguette magique. Parce que si vous vous en servez de baguette magique, ça sert absolument à rien en fait. En plus, je vais vous faire un petit spoiler dans le live de vendredi. Je vais vous dire, se servir d'un hot cross pour faire baisser des taux, c'est comme mettre un pansement Batman sur une fracture ouverte. J'adore cette image, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Si vous prenez un hot cross juste pour faire baisser les taux de vos bébés, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous oubliez tout de suite. C'est pas du travail ça. Oui,
Oui, il faut travailler avec le LOF. Ce que tu as, il faut faire attention parce que certains labos vous proposent le dépistage génétique de la PKD. Il faut savoir qu'il revient systématiquement négatif, hein. Salut Marlène, il revient systématiquement négatif. Donc la PKD, elle ne se voit que par écho. Et en règle générale, quand vous faites tester, il faut toujours attendre les 1 an hein, pour faire les premières échos cardiaques et rénales. En général, vous verrez avec les personnes qui vous font vos... T'es vraiment très pressé d'avoir des réponses. En général... Ah, je me suis perdue. Bravo Cyril. On parlait de quoi? La PKD, les échos cardiaques. Oui, en général, quand votre animal, vous attendez les 1 an, vous faites ça 1 an, entre ces 1 an et ces 2 ans, vous faites sa première écho cardiaque et rénale. Du coup, si le chat, entre 1 an et 2 ans, n'a pas de kyste au niveau des reins, il n'en aura pas plus tard. Sauf si vous le nourrissez mal ou avec une mauvaise alimentation. Mais enfin, moi, les spécialistes que j'ai vus à chaque fois me l'ont tous répété. Ils me disent qu'en règle générale, si entre les 1 an et les 2 ans de l'animal, il n'y a pas de kyste, que la PKD, en fait, ça se voit tout de suite. Si c'est génétique, en fait, ça se voit tout de suite. On le voit tout de suite, dès les 1 an de l'animal. Après, ça peut se développer plus tard, mais c'est souvent dû à d'autres facteurs. Ça va? On continue un peu, du coup? Oui, oups. Oui, c'est un argument de vente. Merci pour les cœurs. Oui, 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 j'ai demandé à des collègues, parce que moi, bon, moi j'avais que le son de cloche du mien, et ouais, plusieurs collègues m'ont confirmé que oui, c'est vrai. Que si entre les 1 an et les 2 ans, il n'y a pas de kyste, eh ben, l'animal n'aura jamais de PKD. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle après, hein. Bah, c'est pas génétique, ça apparaît plus tard. Et moi, le mien me disait que la plupart du temps, ça vient une mauvaise alimentation. C'est souvent géré par une alimentation d'une certaine marque en supermarché, qui commence par un F. Mais je ne vous dirai pas le nom. Parce que ça aussi, hein. Vous faites naître un chaton, mais après, il y a tout, à 3 mois, il s'en va de chez vous. Donc après, il y a toute sa vie qui perdure et ça, vous en avez, enfin, nous, on ne le maîtrise pas, hein. Ce que font les adoptants, on ne le maîtrise pas toujours. Ouais, c'est Fébraise, c'est ça, la marque de... Ouais, aussi. Non, c'est FR, le début. Félix, c'est pas que des pâtés en plus? Oui, pour la PKD, hein. Pour la PKD, ça vient souvent de... Enfin, il me disait que quand ça arrive plus tard, il me disait que la plupart du temps, c'est souvent dû à une mauvaise nutrition. Oui, bravo Cyril, t'as gagné. Donc là, on a fini la guerre des clones. On va redémarrer sur l'ordre 66, du coup, qu'on avait vu vendredi dernier. Oh, désolé. Bah, à bientôt, du coup, Aurélia. Merci d'être venue. En plus, c'est le plus intéressant, Aurélia. C'est moche. Donc là, vous avez toujours aussi lisible hein, le pédigré, le premier, pardon, je raconte n'importe quoi. Le premier standard du Maine Coon, qui date de 1969, qui a été écrit par le MCBFA. Je lis même pas mes notes, hein. Je fais ça en one again aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, ce que j'avais montré la dernière fois, il faut que je le retrouve. Euh, hop, 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 hop. Je vais partir sur en plus grand parce que là, j'y vois rien du tout. Hop, cote, fit. Ah, c'est ici. Donc, ok, je vais vous le montrer. Maintenant, je l'ai vu. C'est ici. En fait, il est noté que un Maine Coon doit avoir 5 doigts à l'avant et 4 à l'arrière. Oui, je t'enverrai. Donc en fait, d'entrée en 1969, ils écartent tous les polydactyles. Hop, plouf, ça c'est fait. Ils ne travaillent qu'avec des non polydactyles.
Le standard, il est mis en place, mais c'est plutôt un standard plutôt cool qui se base sur un chat rustique et de ferme, puisque de toute façon, les 5 fondateurs qu'on a vus tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes. Bonne soirée à toi, Aurélia. S'il y a d'autres personnes, mais du coup, ces 5 chats fondateurs viennent de ferme, hein, de l'état du Maine. Du coup, on est sur des chats rustiques, pas spécialement, pas de gros museaux. On est sur, bah, vous voyez, de toute façon, on voit les photos. Même si elles sont petites, on voit bien quand même. On est sur un chat de ferme assez simple, qui doit être quand même rustique et quand même assez solide. Ils sont quand même, sur ce standard de 1969, ils sont quand même sur la rusticité de l'animal. Ils sont assez... ils en parlent beaucoup, ils veulent vraiment un chat rustique, plutôt solide. Ils veulent pas un beau chat, ils veulent un chat, ils appellent ça un chat américain qui est fait pour être beau et pour être rustique et compatible, fonctionnel dans une ferme. Ils se basent vraiment là-dessus. Par contre, alors pourquoi, ça je vais vous le répéter encore une fois, tant pis, pourquoi ils enlèvent les polydactyles d'entrée du premier standard, c'est parce qu'en fait, bah, le Maine Coon n'est pas une race. Il a gagné quelques concours dans les années 1895 jusqu'aux années 1920 à peu près, en tant que chat de maison, chat de ferme. Mais du coup, il a disparu et c'était le persan et l'angora qui gagnait beaucoup en fait. Et du coup, ces éleveurs qui veulent relancer et qui veulent lancer surtout, pas relancer, qui veulent lancer cette race, du coup, vous arrêtez, je lis vos commentaires, du coup ça me perturbe, je vais arrêter de lire. Du coup, ils veulent relancer cette race et ils ont peur qu'en fait, que face aux persans et aux angoras, le Maine Coon, qui est vraiment un gros chat de ferme, un petit peu patapouf, n'arrive pas à gagner. Et ils se disent, si en plus on leur ramène des chats polydactyles avec 6 ou 7 doigts, ça fonctionnera pas, ils seront écartés direct. Donc ils décident d'évacuer la polydactylie dès 1969. Les premières chatteries qui développent le Maine Coon sont de toute façon IDEO, Tatitane, vous avez Whitemore, vous avez Tandstaff. Il y en a 5 ou 6 hein, chatteries qui développent le Maine Coon sur cette base-là. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que ces 5 chats qui forment le top 5, sont tous des fondations. Ils ont tous été pris dans des fermes. Ils ne sont pas les seuls, hein. Ils sont à peu près 150 en fait au final. Ces 5-là sont très très importants, mais au final vous aviez 150 chats qui ont été pris dans des fermes en 1969 qui ont lancé la race. Ils ne gagnent pas spécialement énormément de concours au départ et en fait au final c'est quand ils vont commencer à gagner des concours, c'est quand vous allez avoir les clones qui vont apparaître. Et c'est là où il y a un verrouillage qui va se faire en fait. Donc je vous ai mis un petit récap vite fait, comme c'est un live beaucoup plus rapide que celui de vendredi. En 1969, on appelle à la rigueur, on appelle à écrire nos pédigrés, parce qu'il n'y avait rien à l'époque, il n'y avait pas Poppets, hein, à bien suivre les pédigrés, à les écrire, à tout notifier. En 1970, donc l'année suivante du premier standard, on commence à codifier la génétique. C'est là où on voit apparaître le W pour blanc, mince, pour couleur neige. C'est là où on voit apparaître le P pour la polydactylie, le T pour le tabi, ainsi de suite. Il commence à codifier la génétique chez le Maine Coon. En 1970 aussi, il commence à documenter un petit peu la polydactylie. Ouais, on en parlera après. Une fois que j'ai fini, on papotera en fait. En 1970, il commence à documenter la polydactylie en essayant de dire que c'est pas quelque chose de honteux, que ce n'est pas une tare, que ce n'est pas un problème, qu'ils l'ont juste enlevé parce que ben, ça n'allait pas avec le fait qu'ils voulaient faire des concours et qu'ils pensaient que le polydactylie allait pas les faire gagner. Donc ils essayent tout ça. En 1971-74, ils commencent à définir des traits indésirables. Les yeux qui doivent être ronds ou ovales, hein, surtout pas en amande, comme on voit maintenant d'ailleurs. La taille des oreilles, les museaux, tout ça, en fait, vous l'avez qui commence à apparaître en 1971-74, mais on reste surtout encore sur un chat qui est quand même assez rustique, hein.
En morphologie, il est toujours rustique, mais on voit qu'ils affinent les traits au niveau du visage, en fait. En 1975, on a le début de la dérive. En fait, en 1975, il commence à gagner des concours. Et à partir du moment où ce Maine Coon commence à gagner des concours, ils vont être contents, ils ont installé la race, ils gagnent des concours, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, ils vont obtenir des portées de clones. Ces clones, ils vont les remarier avec leurs parents ou leurs grands-parents pour avoir des chats encore plus clonés et être sûr de rafler tous les prix en concours. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est cette et ça se passe en 1977. Hein. Ça, c'est pour... voilà, c'est ce qu'ils voulaient au départ. J'ai été trop vite. Je ne vous ai pas montré assez de slides, j'ai été trop vite, je suis désolée. Donc, ils voulaient un Maine Coon robuste qui n'est pas spécialement élégant. Là, je vous ai remis le top 5. Donc, vous voyez, il manque toujours Smokey Joe. Hein. Vous voyez les 5 chats, enfin les 4 chats, le 5e, on ne sait pas à quoi il ressemble. Vous avez les 5 chats qui ont refondé la race. Alors, ils font plutôt mince, mais si vous regardez la taille des pattes, vous voyez que c'est quand même robuste, hein, surtout au niveau de handicap. Hein. Bon, handicap est dans... c'est une catastrophe. Handicap est partout. Hein. On l'a dans tous les pédigrés. Après, c'est un beau chat. Ça, donc du coup, c'est les clones qu'ils ont mariés entre eux, même si c'est de la même famille. Et qu'ils ont remarié avec le top 5 que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ça pourquoi? Pour fabriquer vraiment et fixer vraiment ce style-là, ce Maine Coon-là. En fait, ils l'ont fixé, ils l'ont cloné pour pouvoir rafler tous les prix en concours. Mais si l'idée paraissait bonne à cette époque-là, en 1977, ce que ça a provoqué, c'est une masse incompressible du pool génétique du Maine Coon qu'on retrouve dans le top 5 à l'heure actuelle. Qui, à faire baisser, je le répète, c'est une véritable catastrophe. Et à force de faire ces mariages en forte consanguinité, vous obtenez... Alors ça, voilà, on est sur un Maine Coon de 1975, de Maine Coon. Ici, on est en 2000... on n'est pas en 2024, en fait. Je pense qu'on est en 2022. Vous avez 2 chats. Tous les deux sont de 2022. Vous avez celui-ci qui est issu du top 5 et des clones. Celui-ci qui est un chat de ferme de l'état du Maine, qui est un Maine Coon Fondation. Vous voyez la différence en fait qui s'est passée, c'est qu'en fait à force de travailler en forte consanguinité, on a créé un look, on a créé quelque chose, mais en même temps on est passé, on a trop autorisé de choses, on s'est trop permis de dire ah ben c'est pas grave, il a des oreilles plus longues, on va légèrement modifier le standard, et à chaque fois ça s'est passé comme ça. En fait année après année, on a généré un chat qui commençait à ne plus ressembler à ce qu'il était au départ en fait. Et c'est là où c'est on a perdu le rustique, oui, tout à fait. Maintenant, on a des chats très élégants. On n'a plus de chats rustiques. Alors qu'à l'origine, le Maine Coon doit être, rustique. Donc là, c'est pour vraiment vous montrer la différence entre les époques. Après, c'est normal hein, qu'une race évolue. Je ne suis pas contre l'évolution. En revanche, faire évoluer une race sur une forte base de consanguinité, ça, c'est un petit peu plus dangereux. C'est un petit peu plus dangereux et c'est ce qui s'est passé sur le Maine Coon et on voit que maintenant c'est très difficile de revenir un petit peu en arrière. Ça va être très compliqué et le souci c'est qu'en travaillant à la forte consanguinité, c'est pour ça que je vous ai parlé des capteurs tout à l'heure de consanguinité, vous avez fixé énormément de gènes récessifs qu'il n'y avait pas dans le Maine Coon. Il n'y avait pas d'entropion chez le Maine Coon. Il n'y avait pas de... Le Maine Coon est un chat qui était solide, d'une santé très forte. C'est un chat qui vivait entre 16 et 22 ans. Maintenant, si vous allez sur le site du LOF, c'est un chat qui... le LOF vous annonce une durée de vie de 12 ans pour un Maine Coon. Alors que c'est un chat qui, normalement, est censé pouvoir aller jusqu'à 22 ans, mais sans problème. Avec pas d'entropion, pas de dysplasie. Il n'y avait pas de dysplasie à l'origine, hein, ça aussi. Il y a plein de choses en fait que vous avez fixées en travaillant avec la consanguinité. Et ça c'est vraiment un gros souci de revenir en arrière. La dernière fois aussi, on disait que souvent, je vois sur des groupes
que le Maine Coon a une digestion très sensible des intestins, c'est totalement faux. Le Maine Coon à l'origine n'est absolument pas sensible des intestins. On l'a rendu sensible, mais il ne l'est pas. Il n'avait pas d'entropion, on lui a donné. Il n'avait pas de dysplasie, on lui a donné. En fait, il y a plein de choses comme ça. Lorsque vous avez travaillé, lorsque ces Maine Coon en 1977 ont été clonés, surclonés et reclonés, on a donné plein de choses. Enfin, moi, je sais pas. Moi, j'entends beaucoup sur les réseaux qui sont sensibles des intestins. Moi, j'ai vraiment très peu de soucis. Alors, j'ai des soucis avec une chatte et bizarrement, tu vois, c'est une lignée traditionnelle. Sur mes fondations et mes hautes crosses, je peux leur changer l'alimentation du matin au soir et du lendemain encore, donner beaucoup, beaucoup de choses différentes et du coup, il y aura vraiment aucun problème de transit chez eux. Oui, oui, sur les lignées tradis, c'est courant, mais on leur a donné. On leur a donné en faisant des chats, mais répétés, remariés entre eux, re-remariés entre eux. Et ça a duré jusqu'aux années 80, cette histoire-là. Et après les années 80, les autres éleveurs... Ah, c'est cool. Depuis plus longtemps que moi. Bravo, prince du Maine. Donc tu sais plus de choses que moi, je pense. Ouais, c'est chouette. Mais oui, mais c'est dommage. Mais toi, tu peux parler, t'es un... Comment on pourrait dire? Un contemporain de cette époque-là. Euh, En fait, on a tout fait pour que ce chat devienne un champion, mais on a fermé largement les yeux sur toute sa santé, en fait. Sur toute sa santé, sur tout ce qui pouvait être bon pour lui. On a sacrifié l'animal pour le physique, en fait. Et c'est pour ça que je vous avais fait ces lives. Et c'est pour ça qu'il s'appelle l'Ordre 66, parce qu'en fait, on a tué la race. Alors là, j'ai fait un petit peu rapide, mais c'est vrai que la dernière fois, je vous avais parlé que il y a des lignées, oui, il y a des lignées perdues, il y a des lignées qui ont été écartées aussi dans les années 80. Ils ont fortement écarté tous les fondations, parce qu'il y a toujours des fondations. Ils les ont écartées, ils ont écarté les hautes crosses, même à l'heure actuelle. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que j'élève des chats de gouttière, hein, d'autres éleveurs, hein. Quand je leur dis que je fais du hot crossing, ils me disent: ah oui, c'est vrai, toi tu fais du chat de gouttière. Je fais: oui, je fais du chat de gouttière. C'est pas un souci, moi ça me dérange pas. Là, vous avez deux femelles polydactyles. C'était pour vous montrer la différence également. Là, vous en avez, elles sont de la même époque elles aussi, hein. Là, vous en avez une qui a été travaillée en forte consanguinité, donc vous voyez qu'au niveau du phénotype, de la tête et tout ça, ça ressemble bien à un Maine Coon, il n'y a pas de souci. Ici en bas, elle est chez moi, c'est une fondation de 4e génération. Donc, 4 générations avant, son grand-père, arrière-arrière-grand-père vivait dans l'état du Maine, dans une ferme du Maine. Donc vous voyez en fait ce que je vous expliquais tout à l'heure, que quand vous faites du hot crossing, le souci, il est au niveau du phénotype en fait. Vous avez un chat qui génétiquement est quasi parfait, mais au niveau du phénotype, on est loin du standard du Maine Coon. En fait, de ce qu'est devenu le standard du Maine Coon, puisque le standard du Maine Coon a été adapté au fur et à mesure des époques. Et on en arrive en fait à l'hypertype. Donc là, on est sur un champion international. Et alors ça, c'est mon avis. Je vous le dis tout de suite, c'est très subjectif, mais on est beaucoup trop loin du standard et de ce que doit être le Maine Coon en fait. On est beaucoup, beaucoup trop loin. Les oreilles sont beaucoup trop grandes, le museau ça va pas, les yeux sont trop enfoncés. Pourtant, ce chat est champion international. Donc ça veut dire que des juges ont accordé ça et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça veut dire que vous avez toute une espèce de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tout le monde a fermé les yeux, que ce soit les éleveurs en fait, au fur et à mesure de l'évolution du Maine Coon, tout le monde a fermé les yeux, que ce soit les éleveurs, les juges, les clubs de race. Et on en arrive à des chats très très consanguins qui raflent tout en concours. Oui, c'est les juges, mais il y a aussi les clubs de race, Prince du Maine, hein, je suis désolée. Et en France, je vais être cash, hein, moi je trouve que le club de race en France est très, très tiède, on va dire. Très très tiède. Il se bat pour ce qu'il veut bien se battre. Notamment les yeux bleus, qui sont pas non plus une catastrophe en soi, mais bon, je veux dire, il y a pire comme catastrophe que des yeux bleus, hein.
La consanguinité, tout le monde a fermé les yeux. En fait, tout le monde a fermé les yeux, tout le monde s'est voilé la face en se disant c'est pas grave, on gagne des prix. Ben non, 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 ça marche pas comme ça. Vous avez, en fait, on a ramené tellement de maladies chez le Maine Coon qui n'en avait pas. On a quand même réduit son espérance de vie de 10 ans. C'est énorme, réduire l'espérance de vie de 10 ans sur un animal. C'est énorme. Et tout ça, c'est le résultat des choix qui ont été faits en 1977. Donc, les conséquences de ces choix de 1977 et de l'évolution du Maine Coon, c'est qu'en fait, eh bien, on s'est retrouvé avec une consanguinité qui est passée de 5% à 15% en 5 ans, je crois. Non, 5 générations, pardon, c'est un petit peu plus long. Là, vous avez un tableau, je ne suis pas avec vous, donc mon curseur doit être n'importe où. Vous avez un tableau qui vous montre l'ICO en 1980, qui était entre 5 et 10%, enfin, la consanguinité moyenne. À l'heure actuelle, on est sur du entre 15 et 20% sur un Maine Coon traditionnel. Et en bleu, je vous ai mis l'AVK. L'AVK était de un petit peu en dessous il était entre 90 et 80 dans les années 1980. À l'heure actuelle, la majorité des Maine Coon, pardon, je suis trop loin, sont entre 70 et 60. En traditionnel, hein, je parle. Je lis vos commentaires, hein, désolé. C'est tout le monde, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est tout le monde qui doit être rééduqué en fait. Pourquoi on laisse gagner des chats comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un effet waouh de toute façon, hein. Les gens veulent de plus en plus de sensationnel. Vous avez un monsieur qui vient sûrement sur les lives qui m'a envoyé un TikTok d'une jeune femme qui se prend en photo avec des Maine Coon qui font la taille d'un Léonberg. Un Léonberg, c'est un chien de 62 kilos qui, ça a presque la taille d'un poney. Et bien en fait, toutes ces images-là, ça peut sembler marrant, mais en fait, toutes ces images-là biaisent le regard des gens en fait. Maintenant, une personne, quand vous lui dites que vous élevez un Maine Coon, il va vous dire ah oui, le chat de 10 kilos. Je rappelle qu'un Maine Coon à l'état d'origine est un chat, un mâle, doit peser entre 5 et 8 kilos. Oui, c'est de l'IA, on est d'accord. Mais tu as des gens qui vont. Toi, tu le sais que c'est de l'IA, moi je le sais. Mais il y a des gens qui vont dire. Et j'ai vu les commentaires, il y a des gens qui vont ah, mais moi j'en veux un aussi grand. Mais non, mais ça n'existe pas. Mais certains éleveurs vont travailler sur ça. Moi, il faut m'expliquer ce que c'est un Maine Coon XXL. Un Maine Coon XXL n'existe pas. Oui, l'IA va faire du mal. Oui, l'IA va faire du mal et en fait, il y a le regard des gens, il y a le regard des juges, c'est un petit peu tout le monde qui est fautif sur ce coup-là. Les éleveurs qui ont fermé les yeux, euh, tout le monde est fautif en fait, hein, sur la dérive du Maine Coon, tout le monde est fautif. Oui, il y a la mode aussi. Oui, c'est plus vendeur le XXL. Mais ça c'est pareil, hein, posez-vous des questions. Pourquoi on a plus de dysplasie chez le Maine Coon à l'heure actuelle? Moi, mes chats, vous pouvez y aller, hein, il n'y en a aucun qui a de la dysplasie, hein. En revanche, ils font pas 10 kilos, ça c'est sûr, hein. Moi, je crois que mon plus gros mâle fait 7 kilos, 7 kilos à tout casser. C'est pas une course au poids, hein. Ça aussi, beaucoup de gens l'oublient, hein. Le Maine Coon, c'est un grand chat. C'est un chat impressionnant, c'est un chat rustique avec une grosse ossature. Moi, ce que je remarque, c'est que maintenant, vous avez des ossatures de plus en plus fines, en fait, et des chats de plus en plus grands. Donc ça pose question aussi. Au niveau des tendons, comment ça va se passer? Oui, 7 à 8 kilos, c'est le poids idéal. Et le mâle que j'ai qui impressionnait tout le monde, Oudi, il pesait 6,5 kg, hein. Et les gens, quand ils le voyaient, ils étaient tous, mon Dieu, mais quel monstre! Mais c'est juste parce qu'en fait, il avait une ossature assez énorme. En fait, il était, au niveau ossature, il était très très lourd. Par contre, pas très, euh, pas très lourd en poids, quoi, au final. C'est un chat qui doit être puissant, qui doit avoir une poitrine très très développée, surtout les mâles, hein. Je parle des mâles. Le poitrail doit être très développé en fait, hein. Il doit être très large, très massif, et ça on le voit quasiment plus, hein. Alors quand ils ont de la collerette, ça se voit plus trop, mais moi des dernières lignées traditionnelles que j'ai vues,
Je trouve que c'est des chats qui sont plutôt fins au niveau poitrail, hein. Oui, non, mais les adoptants, oui, te téléphonent et te demandent le poids du chaton. C'est un petit peu la course au poids. C'est lequel le plus gros? Je, je n'aime pas ça. Ouais. J'ai un petit peu de mal avec ça. Moi, j'essaye de faire de la pédagogie, de leur expliquer que c'est pas une histoire de poids, en fait, c'est une histoire de look. De look. Et c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, hein. Je l'avais dit la dernière fois aussi, hein. Regardez ce chat orange et blanc. Alors j'explique, hein, si je dis des noms bizarres pour les couleurs, c'est parce que je me suis fait censurer pendant... Enfin, j'ai été bannie, enfin pas bannie, j'ai été censurée pendant 15 jours parce que j'avais dit une couleur de chat et TikTok n'avait pas apprécié. Donc ben, ce chat, regardez la taille de ses pattes en fait, il n'est absolument pas polydactyle et lui, alors on le voit pas trop, mais ils ont quasiment la même taille de pattes alors que lui est polydactyle. Vous voyez là déjà la différence de massivité au niveau de l'animal en fait. Le second tableau, c'est pour vous montrer le... J'en ai fait un de plus que la dernière fois, j'avais du temps. C'est pour vous montrer le développement du top 5 dans les lignées traditionnelles en fait. Donc à la première génération, mais normalement il n'est pas censé y en avoir, pardon. Et vous voyez qu'en fait au fil du temps, comment elle augmente et en fait ça passe de quasiment rien à la 10e génération, vous êtes presque à 90%. Et ça c'est dramatique en fait. Et ce que vous verrez, on verra la même chez les hot cross et je vous les mettrai les deux côte à côte. Vous verrez la différence en fait entre un chat hot cross et un chat traditionnel, la différence. Et en fait, quand vous voyez cette courbe, il faut vous imaginer ce que ça coûte au pool génétique du Maine Coon en fait, hein. Ici, vous avez un chat qui n'a quasiment plus rien, hein. C'est un clone. En fait, c'est un chat qu'on a cloné pour gagner des concours. Je vous ai remis les feuilles. Pardon. Je vous ai remis les feuilles, enfin les extraits du scratch sheet pour faire le live de vendredi dernier. J'avais fouillé les archives du MCBF1. J'avais fouillé quand même 20 ans d'archives. J'avais retiré quelques petites phrases qui me semblaient... mais il y a tellement plus de choses à l'intérieur, pardon, qui sont super intéressantes. Mais bon, je vous ai tiré quelques phrases. Donc, on voit que dans les années 70, aucun Maine Coon n'est inscrit aux expositions. C'était pour vous montrer juste qu'au départ, ben, le Maine Coon, ben, il était un petit peu à l'écart des autres races et c'est ce qui a provoqué en fait ce clonage quelque part, hein. C'était cette envie de gagner des prix au final. Certains éleveurs n'utilisent que 2 ou 3 mâles pour toute leur portée. Ils utilisaient beaucoup, ils se prêtaient beaucoup les mâles à l'époque, hein. Ils réutilisaient beaucoup, beaucoup les mêmes chats pour être sûr ben, de créer ben, un phénotype stable. Euh, Vous avez une autre phrase, est-ce que les polydactyles doivent-ils être jugés selon le même standard? Peut-être pas, mais doivent-ils être présentés? Oui, ils font partie de l'histoire de la race. Alors ça, c'est un débat que vous avez de 1969 aux années 80 dans les archives du MCBFA. Vous avez beaucoup, beaucoup de discussions autour du polydactyle qui a été écarté pour le réintégrer, mais avec un standard différent. Et c'est ce qui, au final, va être fait par le TICA. Il aura un standard différent. Là, c'est un résumé de plusieurs extraits entre 1981 et 84, où on voit que les étalons populaires dominent les pédigrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, ce sont les mêmes chats qu'on retrouve sur tous les pédigrés. Entre 1980 et 1984, vous avez tous du handicap, du Richard III, du Zonkebil, du Monsieur Spock. En fait, tous ces chats-là, on va les retrouver quasiment systématiquement sur les pédigrés et ils vont dominer, comme ils disent, dominer les pédigrés. En fait, c'est un clonage, mais en règle, en fait, qui a été fait, hein. Un vétérinaire, un médecin vétérinaire qui faisait des recherches sur le Maine Coon en 1981 a donné une interview et disait que il était un petit peu contre ces chats de concours qui étaient faits en fait, hein, enfin qui étaient créés par le MCBFA.
Donc il disait que en fait le Maine Coon est un chat de ferme qui est le fruit de la survie et non de l'esthétique. En fait, c'est ce qu'il y a. Oui, Monsieur Spock. Mais je trouve ce chat très beau, hein. Monsieur Spock, Willow Place. On en parlait tout à l'heure. C'est Hillside Mr. Spock of Willow Place. Il est très très beau, mais au niveau génétique, c'est une catastrophe en fait. Mais il est très très beau. Je crois que c'est l'un des. Enfin, moi, c'est un des Maine Coon que j'aime le plus, hein. Ouais, pareil. Je l'adore. Il a une tête de nounours, mais je sais pas si j'ai des ouais, j'avais des photos là au dernier live, mais pas là. Oui, mais oui, évidemment, cardiaque, oui. Oui, en consanguinité, mais il crève tous les plafonds, ce chat. Il est magnifique, mais travailler sur de la consanguinité qui a été enfin, que des mariages redondants les uns derrière les autres, et ce chat était foutu quasiment avant de naître. Et c'est ce qui, en fait, c'est ce que je voulais vous montrer avec le live de vendredi et que je voulais vous répéter ici. Vous avez de nombreux appels qui sont lancés par le MCBFA dans les années 70-80 pour documenter la diversité originelle du Maine Coon. Ils ont essayé de faire des choses, ils n'ont pas fait que des choses mauvaises, hein, le MCBFA. Ils ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont voulu lancer une race. Ils s'y sont mal pris en fait, mais voilà, c'était en 1977, on n'est plus en 1977, on sait un petit peu plus de choses aussi sur le Maine Coon. Voilà. Moi, je ne leur jetterai pas la pierre, mais en fait, dans les années 80, on savait déjà que certaines choses étaient en train de se passer et on aurait pu changer ça ou mettre des curseurs ailleurs et on ne l'a pas fait. Ça, par contre, je pense que c'est volontaire. Mais on en reparlera vendredi. La plus grande, cette phrase est très parlante. La plus grande menace pour le Maine Coon, c'est notre obsession de la perfection. Bah, en fait, tout est là. Tout est dans cette phrase. La plus grande menace pour le Maine Coon, c'est notre obsession de la perfection. Ils ont tellement voulu en faire un chat de concours, bah, ils ont réussi. Mais à quel prix, en fait? À quel prix? C'est surtout ça, en fait, qu'il faut regarder. Donc là, vous avez trois types de Maine Coon, mais c'est la même race en fait. Vous avez le type ancien, le type modéré et l'hypertype qui est en train d'arriver. Et en fait, oui, vous avez une race, on a trois visions du Maine Coon. Ça reste un Maine Coon, hein. Les trois ce sont des Maine Coon. Mais c'est trois visions différentes du Maine Coon. Et le souci qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'aucun éleveur ne dialogue, aucun club de race ne dialogue, personne ne dialogue. On sait que ça va pas bien. Alors certains éleveurs le savent pas, mais la plupart le savent que ça va pas bien dans la race. Mais personne n'en parle. Oui, je suis gentille. Oui, ça aurait pu être pire. Personne ne parle entre eux, personne. Et vous n'avez pas de dialogue en fait. Il n'y a pas de. Et alors on en a parlé déjà vendredi dernier. Je pense que déjà il faudrait un consensus au niveau des clubs de race, hein, pour arriver à maîtriser cette consanguinité. C'est pas au niveau. Nous, on peut travailler en tant qu'éleveur, mais pour baisser, mais on ne fera pas tout. Il faut également, il faut un consensus plus large que des éleveurs. Oui, c'est trop la guéguerre dans le monde de l'élevage et ça, c'est dommage. Donc, eh ben, on est presque arrivé à la fin. Du coup, je vous rappelle que j'ai pris une dizaine de pédigrés. En fait, vous les avez ici. J'ai pas mis les noms, les affixes des chats. J'ai mis que les prénoms. Vous avez les types de lignées, les remarques qu'on peut avoir sur ces lignées-là. Et vous avez les quatre capteurs. Alors, vous avez 5 colonnes, mais il y en a que 4 en fait, hein. Vous avez les 4 capteurs de consanguinité qu'on a à l'heure actuelle pour juger la génétique d'un Maine Coon. Et je vous ai fait ce que je disais tout à l'heure à Cyril. Vous avez l'AVK à 5 générations, mais je vous ai fait aussi l'AVK à 10 générations pour vous montrer la différence que vous pouvez avoir. Il faut surtout faire attention à ça. Du coup, vite fait, on a un chat né en 2024 qui s'appelle Zlatan. C'est un chat de type de lignée moderne européenne. C'est un chat de lignée chaud italienne en fait. Son ICO est à 15, son top 5 est à 72, ses clones sont à 37.
Son AVK est à 94 sur 5 générations, mais elle a 52 sur 10 générations. C'est là, tu vois, où Cyril, je t'expliquais tout à l'heure, que tu vois la différence et que c'est intéressant de faire sur 5 et sur 10. Donc sur 5 générations, ce chat a un pool génétique hyper diversifié. Par contre, si tu reprends sur 10 générations, c'est une catastrophe, en fait. C'est un chat qui a énormément de mariages redondants et de consanguinité. De toute façon, on le voit avant avec les indicateurs des clones et de la consanguinité et de l'ICO, hein. Vous avez Dimitri qui est un chat de lignée russe, hein, c'est un pur chaud, hein. Il est à 15,7, 71, 37, 100 et 49. On descend encore plus bas au niveau de la VK sur 10 générations. J'ai pris un chat de 1987, East Bay Teal, qu'on voit souvent dans les pédigrés. C'est un clone historique. Il est saturé en top 5. Il est à 23 en ICO, presque 24 même, 80 en top 5, 62, ainsi de suite, hein. Donc là, en fait, vous avez tous les chiffres. Jusqu'ici, vous avez des lignées tradis et à partir de là, en fait, vous avez des lignées haute cross et fondation. Je vous ai pris un fondation de 2022. Donc, c'est un F2 de mémoire. Il est de lignée d'Irigo et Kumskaka. C'est deux élevages historiques des fondations. Lui, en ICO, il a 0,9. Il est à 16% de top 5 et il est à 7% de clones. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer là, c'est qu'on a encore de la diversité dans nos pédigrés. On a encore de la diversité chez le Maine Coon, mais on ne l'utilise pas, on l'écarte. Donc, ça aussi, il faut ouvrir les yeux là-dessus. Il y a quelque chose à faire, mais on l'écarte. Volontairement, pas volontairement, ça, ce sera à voir. Mais ensuite, pareil, vous avez la Vali qui est une F4, donc qu'on a vu tout à l'heure en photo. Elle a 2,5% de consanguinité, 26% de top 5, 12% de clones, 98 en AVK et 94 sur 6 générations, ce que j'expliquais tout à l'heure. Oui, il y a le physique, mais il y a autre chose aussi. On les a écartés dès 1975, en fait, hein. C'est là où le bas blesse. En fait, les fondations et les hautes crosses sont écartées depuis. Il y a la polydactylie qui a beaucoup joué. Oui, oui. La polydactylie a beaucoup, beaucoup joué sur l'écartement de ces lignées-là. Il y a le phénotype aussi et il y a surtout une volonté qui remonte très, très loin. Ça dépend des lignées Kumskaka en fait. Là, elle fait beaucoup de fondations en ce moment. Moi, moi, je suis très Dirigo et Thunderpaw. T'as Master Weaver aussi et Prairie Baby qui sont pas mal en haute cross. T'as des petits, mais je vais pas donner tous mes tuyaux. T'as des petits créateurs de fondations qu'on connaît pas trop et c'est plutôt ceux-là qui sont intéressants. Avec du Kumskaka. En fait, moi, je trouve que Kumskaka, alors tu le retrouves un petit peu partout au niveau fondation et hot cross. Elle fait de jolies choses, hein. Elle a de très jolies couleurs en plus. Des couleurs assez rares, même, des fois. Ça m'a beaucoup étonnée. Je ne sais pas s'il y a vraiment de maladies parce que j'ai pas tellement de Kumskaka à part la Vali chez moi. Et encore, la Vali, ça va. Enfin, son Kumskaka, il est un petit peu loin. Mais elle travaille plutôt pas mal. Mais je trouve que c'est un nom que tu retrouves beaucoup maintenant. En fait, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est un nom qu'on retrouve beaucoup. Quand on revoit beaucoup souvent, enfin quand on voit souvent un nom, c'est qu'on l'utilise beaucoup. Ça aussi, il faut y faire attention. Vous avez Ipipoureille qui lui est en hot cross travaillé en inbreeding, donc il a 12% de consanguinité, certes, mais il a 42 en top 5, 18 en clone, et puis 82 en AVK et 55 du coup sur 10 générations puisqu'il a été travaillé en consanguinité. Vous avez Rénis hein, qui est né chez moi, qui c'est une femelle hot cross maison, diversité avec introduction de polydactylie dans sa lignée pour préserver la polydactylie. Elle est à 5,3 en consanguinité, elle est à 43 en top 5, 19 en clone, 92 en AVK, 57 parce qu'en fait son papa c'est Hipip, hein. C'est pour ça qu'elle descend autant, tout simplement. Mais vous voyez qu'en fait l'ICO, c'est pour ça que je vous disais l'ICO, vous la faites baisser très vite en fait, hein. L'ICO c'est pas un souci, hein. Vous pouvez la faire baisser extrêmement vite. Par contre faire baisser, passer de 80 à 42, il faut y aller, hein. Moi je vous le dis, hein. Travailler sur le top 5, il faut y aller, hein.
C'est du costaud. Vous avez Ginger, alors qui n'est pas de chez moi par contre, mais que j'ai très bien connu, qui est une nouvelle lignée diversifiée. Elle est entre le hot cross et du tradi en fait. Donc elle est à 6,4 quand même, elle est assez basse. En top 5, elle est à 52. On est à 20 sur les clones, 99 sur 5 générations, 55 sur 10 générations. Très très belle chatte, hein, tortille avec des couleurs mais magnifiques. Magnifique. Et en fait, on a Hemingway qui est né en 2009, qui est en haute cross de deuxième génération, qui est à 2% lui aussi. Vous voyez que bah, son top 5, il est assez fabuleux, il est à 29,3. Ses clones à 13. Et il est à 89 et 82 en AVK. Alors vous allez dire, ouais, super, tous ces chiffres, on en fait quoi? C'est ce tableau, on en fait quoi? Eh ben, ce tableau, on le mouline, mais avec des chiffres. Donc on prend des données vétérinaires, hein. On ne se prend pas la tête. On sait maintenant qu'on a des capteurs et on peut faire des scorings grâce à Popez. Donc eh ben, on prend ces scorings et ben, on les note. On les note selon des préconisations vétérinaires. Donc les vétérinaires vous préconisent que pour ce soit l'élevage de chiens ou de chats, que votre consanguinité, votre ICO soit en dessous de 5%. Entre 5 et 10%, ils estiment que vous avez déjà des risques modérés, que vous avez une consanguinité légère, mais qu'elle est à surveiller. Entre 9 et 10%, vous devenez en zone critique. Donc si votre chat est entre 9%, 9 et 10% d'ICO, vous êtes en zone critique, avec possibilité de baisse de santé, fertilité en chute, vitalité un petit peu moins intéressante. Et au-dessus de 10%, vous perdez un chiot par portée. C'est une statistique, hein, ou un chaton. Oui, vous avez une diminution statistique de la portée par 10 de l'ICO, plus une réduction de la durée de vie de 200 jours à peu près, par chat. Je vous rappelle que le Maine Coon, à l'heure actuelle, est annoncé un chat avec une longévité de 12 ans, alors qu'à l'origine, c'était un chat qui vivait plus de 20 ans. Donc ces critères, ils ont été classés en vert, jaune et rouge, selon ces principes-là. Pour tout ce qui est top 5, clone et AVK, je me suis basée sur les prescriptions de Popez, en fait. Et du coup, je vous ai refait le même tableau. Donc en rouge, c'est ce qu'il ne faut pas, en fait. En vert, tous les curseurs sont nickel. Et en jaune, faut surveiller. Eh bien, regardez, toutes les lignées traditionnelles sont totalement rouges. Ça veut dire quoi? Normalement, ça voudrait dire que ce sont des chats qui sont quasiment impropres à la reproduction. Ou qui sont propres à la reproduction, mais qu'il va falloir les travailler de façon à faire descendre tous ces curseurs-là qui deviennent dangereux maintenant pour la race, en fait. Sur les fondations, vous voyez, et les hot cross, vous pouvez avoir quand même un petit peu de jaune et de rouge, hein. Mais là, vous voyez vraiment ce que les choix qui ont été faits entre 1977 et 1990 ont coûté à la race. Ce que, en fait, le fait de vouloir faire des chats de concours à tout prix et de faire un phénotype qui fait que tous les gens vont faire ouah en voyant un Maine Coon a coûté à la race. Le Maine Coon est complètement exsangue au niveau génétique, en fait. Complètement exsangue. Et ça c'est très très grave. Donc on a quand même un petit espoir du côté de ces lignées-là qui respirent en fait, où vous avez de la diversité. Parce que le livre, ce que je rappelle, ce que j'ai dit en début de live, le livre des origines du Maine Coon est toujours ouvert. Donc on peut encore intégrer des nouvelles lignées, on peut encore créer des nouvelles lignées, on peut encore faire des choses. Mais le souci, c'est est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que vous voulez vraiment travailler sur le génétique ou travailler sur le look? La question, elle est là. C'est qu'est-ce que vous choisissez de faire une fois que vous savez ça? Mais maintenant, vous savez que les chats de lignée traditionnelle sont exsangues. Alors vous, éleveur, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez proposé pour l'avenir de ce chat? Quand vous faites reproduire entre lignées traditionnelles, en fait, vous alourdissez à chaque mariage, vous risquez d'alourdir ce passif.
Oui, et oui, il faut travailler de manière intelligente. Et en fait, il faut surtout regarder la vérité en face et se poser des questions à partir de là. C'est pas tellement je vais intégrer tel chat, comme ça va tout faire baisser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait un petit peu moins de monde sur le live. Ce que j'expliquais tout à l'heure à Cyril. Se servir d'un haut cross ou d'un fondation pour faire un coup de baguette magique sur une portée, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous allez faire baisser de façon mécanique les chiffres sur une portée. Mais si vous ne savez pas travailler cette portée-là sur du long terme, ça ne sert à rien. Vous allez très vite revenir là. Vous reviendrez très très vite dans le rouge. Si vous utilisez un hot cross ou un fondation qu'une seule fois, que vous ne le travaillez pas sur plusieurs générations, vous reviendrez systématiquement dans le rouge. Oui, il faut déterminer des priorités. Il faut avoir une vision de long terme. Quand on fait de l'élevage, il ne faut pas faire les mariages cette année je vais faire ci et ça. Non, quand vous faites de l'élevage, il faut avoir une vision de votre élevage sur à minima 3 ans, maximum plus. Vous pouvez aller jusqu'à 5 ans. Mais ça, c'est important. Surtout quand vous êtes sur une race comme le Maine Coon qui est complètement saturée. Alors, elle est saturée parce qu'il y a trop d'éleveurs et trop de naissances, et elle est saturée parce qu'il y a trop de consanguinité incompressible. La consanguinité incompressible, c'est tout ce qui est top 5 clones. Ça, je vous disais, hein, pour faire baisser ça, regardez les pédigrés de vos chats, vous allez voir. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Pour faire baisser ces chiffres-là, et en fait, ces chiffres-là, ça veut dire que, grosso modo, un chat qui est né en 1969 est le grand-père de votre chat actuel, au niveau des chiffres. Hein. Ou le père même, des fois, carrément. Hein. Ça veut dire qu'il est carrément le père de votre chat. Sauf que lui, il est né en 1969 et votre chat en 2024. Tu peux, tu peux baisser sur une génération très vite en utilisant une fondation, ça c'est clair et net. Même ça, hein, tu vas baisser tous les capteurs. Hein. Tu baisseras tous les capteurs, mais si tu ne le travailles pas sur du long terme, tu vas les baisser que sur une seule portée, Cyril, en fait. C'est ça que je t'expliquais tout à l'heure. Et ça sert à rien. Baisser des capteurs sur une portée, ça ne sert à rien. C'est c'est un pansement Batman sur une fracture ouverte. Donc en fait, il ne faut pas se demander si on est du bon ou du mauvais côté. Hein. Il n'y a pas de bon et de mauvais côté en fait. Il y a ce que vous voulez faire et ce que vous voyez pour l'avenir de votre élevage. Il faut se demander, en fait, ce qui est plus important, c'est est-ce que vous êtes capable de voir qu'il y a autant de consanguinité dans le Maine Coon. Oui, il faut commencer quelque part, mais tu ne fais pas une portée. Si tu fais qu'une portée, ça ne sert à rien. Ça se travaille sur du long terme. En fait, tu construis une lignée. Si tu travailles que sur une portée, ça sert à rien. Mais là, je suis en train de vendre tout le live de vendredi. Mais si tu travailles que sur une portée, oui, ça ne sert absolument à rien. Oui, il faut travailler sur plusieurs générations. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, ben, on se retrouvera vendredi pour la rébellion a sonné. Alors, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a fait 3 lives qui portaient sur la consanguinité, les conséquences de la consanguinité et ce qu'on peut faire pour y remédier. Le premier live, on s'est inspiré de Star Wars pour ces 3 lives. Donc du coup, le premier live, c'était la guerre des clones, ce que vous avez vu au départ, puisqu'on a parlé de clones et compagnie, de ICO, de AVK. Le second live, ce que que je viens de vous résumer assez rapidement, parlait de l'ordre 66, c'est-à-dire qu'on a éradiqué des lignes entières. Là, j'ai fait rapide, hein, mais vous avez des écrits dans le scratch sheet, les archives du MCBFA, qui montrent qu'il y avait des lignées de Maine Coon avec des poules génétiques assez fabuleux qui étaient arrivées en Allemagne via des éleveuses américaines qui avaient suivi leur mari militaire, qui ont été totalement ignorées, écartées volontairement. Donc il y a des choses assez, voilà, assez. Il y a des choses qu'on savait et qu'on a écartées. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre 1977 et 1990. En fait, on a créé 2 goulots d'étranglement génétique chez le Maine Coon qui sont assez catastrophiques pour la race. Et maintenant, maintenant que bah, vous savez, maintenant que tout le monde sait, ben voilà, il va falloir voir l'avenir. Donc bah, le troisième live sera après l'ordre 66. Le troisième live, bah, pour ceux qui connaissent Star Wars, ce sera la rébellion.
avec le réveil des fondations et des lignées oubliées surtout. C'est pas tellement les fondations, c'est les lignées oubliées. Vous avez de très vieilles lignées qui existent encore, qui sont très peu usitées, avec quasiment pas de top 5 à l'intérieur. Faut juste les trouver, faut les chercher. Mais quand on cherche bien, on les trouve. Et il faut travailler plus avec ces lignées-là, en fait. La diversité n'a jamais, en fait, cessé d'exister entre 1969 et aujourd'hui 2025. C'est juste qu'on n'a pas voulu la regarder. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et on parlera de tout ça, du coup, dans le live de vendredi 27 juin à 20h30. On se retrouvera. Là, on va discuter un petit peu si vous le voulez. Je vous ai mis aussi ma bibliographie qui m'a servi pour la première partie, qui est la consanguinité, et la bibliographie qui a servi pour tout ce qui est l'implication de la consanguinité chez le Maine Coon à l'heure actuelle.